fait, l'histoire, elle remontait à 2007, où, au cours d'un examen sanguin de routine, mon généraliste a constaté que j'avais des plaquettes de sang très basses, et donc il a demandé des examens complémentaires, et on a diagnostiqué une maladie. Le diagnostic de cette maladie n'était pas très optimiste. Par contre, la très bonne nouvelle, c'est que c'est une maladie qui se soigne avec un seul traitement qui s'appelle la greffe de moelle osseuse. L'allogreffe de moelle est une greffe qui est réalisée à partir de cellules provenant d'un donneur. Dans la majorité des cas, un donneur de la fratrie, votre frère ou votre sœur, sous réserve qu'il soit compatible, éventuellement d'un donneur de fichier ou d'un sang de cordon qui représente également aussi une source de cellules provenant de la moelle osseuse. Cette nouvelle immunité va permettre de tuer les cellules cancéreuses résiduelles, et ce, pendant toute la vie du receveur. Une fois que votre dossier est transmis à l'Institut Gustave Roussy, nous faisons systématiquement une évaluation des indications par un comité de transplantation de moelle osseuse qui combine des médecins greffeurs, hématologues, mais également aussi des spécialistes de pathologie, et puis des transfuseurs, des hémobiologistes. L'indication est une indication extrêmement discutée, qui doit rentrer dans le cadre des bonnes pratiques médicales nationales et internationales pour nous permettre de prendre une décision mûrement réfléchie. Et donc on doit vous expliquer de manière légitime pourquoi est-ce qu'au stade de la prise en charge de votre maladie, on pense qu'une greffe de moelle allogénique serait importante afin de consolider les premiers résultats obtenus. On m'a expliqué effectivement que la leucémie dont j'étais atteinte avait un fort risque de rechute et que le seul moyen pour éviter ce risque de rechute, c'était l'allogreffe. Les équipes qui nous réfèrent vos dossiers nous ont adressé l'ensemble de votre profil médical pour que nous puissions trouver le donneur le plus compatible possible avec vous, qu'il s'agisse d'un donneur de votre famille. Et très rapidement, on sait s'il y a un donneur dans la fratrie ou pas. Dès qu'on sait qu'il n'y a pas de donneur dans la fratrie, on active l'interrogation du fichier international. J'ai 2 sœurs et malheureusement aucune des 2 n'est compatible. Heureusement, on peut bénéficier du fichier international et on a beaucoup de chances quand même de trouver un donneur compatible. Le fichier mondial a 14 millions de donneurs aujourd'hui, donc on a des fortes probabilités de trouver un donneur quand on en a besoin, et un donneur en plus de très bonne qualité. J'ai bénéficié d'une allogreffe, c'est-à-dire une greffe sur fichier, donc un donneur allemand. Le prélèvement par lui-même ne fait pas mal. C'est long, c'est un petit peu fatigant, un peu stringent, mais le prélèvement est indolore. On est quand même dans l'attente de trouver ce fameux donneur. Le problème, c'est de trouver un donneur qui soit compatible. Il existe de la même façon des banques de sondes cordon ombilical. C'est une moelle osseuse qui est originaire de l'enfant, ce qui fait qu'on peut l'utiliser parce qu'il y a moins de complications immunologiques avec ce type de greffon. Dès qu'on a trouvé un donneur, on est au courant. Et à ce moment-là, on revient vers les cliniciens pour conforter et programmer le prélèvement du donneur. Et on me dit qu'il y a peut-être, potentiellement, un donneur. Il faut un minimum de 3 mois entre le diagnostic de la maladie et la réalisation d'une transplantation allogénique. Je vois les patients à J-30, à 30 jours de leur hospitalisation, et également à J-8, à peu près une semaine de leur admission. On est euphorique par l'idée d'avoir d'abord eu la chance de trouver un donneur, que ça va être assez rapide. Par contre, on n'a aucune idée de ce qui nous attend. Ma consultation fait suite à celle du médecin. Elle permet d'anticiper des problèmes, de mettre des alertes au niveau de l'équipe qui va recevoir le patient. On vous explique la façon dont ça se passe, toute la technique qu'il y a derrière, et ça, c'est plutôt rassurant. 6 semaines sont nécessaires. À la préparation à la greffe allogénique, on appelle un conditionnement. J'ai bénéficié d'une radiothérapie qui dure à peu près 4 jours. Et puis après, je suis montée en hématologie, donc en chambre stérile.
pour la chimiothérapie à forte dose. Ce conditionnement, on peut associer la chimiothérapie, des immunosuppresseurs et de la radiothérapie. Ce conditionnement, en général, s'étale sur 5 à 7 jours. Il sera suivi 48 heures plus tard par l'injection par voie intraveineuse de cellules provenant de votre donneur ou de cellules provenant d'un greffon de sang de cordon. Pour moi, à la base, c'était une opération, alors qu'en fait, une transplantation de moelle osseuse, c'est pas du tout une opération. Cette greffe elle-même est comme une transfusion, dure à peu près le temps d'une transfusion, entre 1 et 2 heures, et est suivie d'effets secondaires de type transfusionnel, c'est-à-dire éventuellement frisson, hyperthermie, que l'on gomme par une préparation appropriée. La greffe, elle se passe à la fois tout simplement, mais aussi avec beaucoup d'émotions. Et puis j'ai vu le greffon qui coulait après dans mon corps, qui allait dans mon corps. Et puis voilà, j'ai pleuré parce que c'était la délivrance, parce que c'est un soulagement énorme de savoir que ça y est. Et puis l'aboutissement de tout un travail en aval qui a été fait au niveau préparation, chimio, avec l'encadrement de tous ces gens qui ont été patients avec moi. À ce moment-là, vous n'êtes pas au plus haut de votre forme, hein, puisque vous avez subi donc, la chimio, vous êtes en aplasie, donc je veux dire, vous êtes un peu au creux de la vague. Mais cet espoir-là vous redonne la pêche. Au moment où le greffon est injecté, vous allez être en aplasie, c'est-à-dire en absence de globules blancs, et en particulier de polynucléaires, pendant une période de 15 à 21 jours après la greffe allogénique. La baisse des globules rouges et des plaquettes va être systématiquement colmatée par des transfusions systématiques. Par contre, l'absence de globules blancs justifie votre hospitalisation en chambre stérile. La fièvre va survenir dans la quasi-majorité des cas et devra être combattue par des traitements qui sont préventifs pour empêcher que vous fassiez une infection réelle. En règle générale, la toxicité la plus ennuyeuse pour vous est la toxicité muqueuse, c'est-à-dire une mucite, une inflammation de la bouche, une inflammation des muqueuses digestives, estomac et côlon, qui aboutit souvent à des diarrhées qui rendent le quotidien pas très agréable. Elle est gommée par différents moyens qui sont des perfusions bien sûr pour maintenir une hydratation correcte, mais également aussi des soins de bouche, des soins locaux. Il y a des toxicités qui sont notre domaine de surveillance, c'est-à-dire des toxicités sur des organes viscéraux, vitaux, le cœur, le foie, les reins, les poumons. Tout ça fait l'objet d'une surveillance extrêmement particulière et rapprochée. Et cette surveillance rapprochée au jour le jour, même parfois plusieurs fois par jour, va vous faire subir une kyrielle de prélèvements de sang, de radio, d'échographie, qui vise à chaque fois à anticiper un problème et à le gommer ou l'enlever par des traitements préventifs. L'inflammation des muqueuses peut aboutir à ce qu'on appelle des mucites évoluées qui vous empêchent de vous alimenter. Il faut savoir qu'à un moment donné, on ne pourra plus parler et qu'on ne pourra plus manger non plus. Pour ma part, j'ai dû mettre une sonde pour pouvoir m'alimenter. Quand les mucites sont importants, donc avec des conditionnements très importants pour la greffe, on pose une sonde nasogastrique, donc la veille de la greffe. C'est-à-dire un petit cathéter souple, filiforme que l'on vous met par la narine et qui descend dans l'estomac. C'est une sonde gastrique et qui nous permet de diminuer les infections digestives en envoyant un bol alimentaire stérile au niveau du tube digestif. Cette sonde gastrique n'est pas très agréable à garder au long cours. Souvenez-vous qu'il s'agit d'une sonde que l'on garde que pendant quelques semaines et qui vise à diminuer l'incidence et la sévérité des complications. La deuxième possibilité pour vous nourrir est par voie intraveineuse. Elles sont bien entendu moins physiologiques que l'alimentation par voie gastrique. Moi, je n'ai pas supporté finalement la sonde, mais ça c'était physiologique. Donc du coup, j'ai été alimenté par alimentation, par perfusion. L'autre problème que vous pouvez rencontrer malgré l'ensemble de ces précautions, c'est la gestion de la douleur, cette fameuse mucite, des douleurs au niveau digestif. Et donc pour pallier ces douleurs, nous mettons en place systématiquement des protocoles de traitement de la douleur par des dérivés opiacés qui sont en règle générale donnés de manière systématique dans la majorité des conditionnements qui ont comporté des radiochimiothérapies à forte dose. Les patients sont hospitalisés dans une chambre qui est sous flux laminaire, c'est-à-dire que l'air est filtré en permanence. L'idée, c'est de toujours, tout le temps,
protéger le patient du risque infectieux qui est latent. Les patients peuvent introduire dans la chambre des ordinateurs qui sont désinfectés pour qu'ils puissent accéder à Internet quand ils le veulent. Et en même temps, ils doivent pouvoir bénéficier de soins relationnels. On est énormément encadré par les aides-soignantes, par les infirmières, par les internes, par les médecins. Donc tout est fait pour qu'on souffre le moins possible de l'isolement. C'est des services où on va être énormément impliqué dans la vie du patient, son devenir, ses soins. On fait beaucoup de nursing, de massage, que ce soit les mains, les pieds, enfin on masse beaucoup et comme ça le patient il se détend et on ouvre le dialogue comme ça. On connaît vraiment, on apprend à connaître les gens avec qui on travaille. Eux-mêmes après engagent le dialogue tout de suite sur autre chose et eux aussi nous voient différemment. C'est des gens que vous côtoyez qui viennent vous voir et qui s'occupent de vous d'une façon absolument, avec une dévotion sans limite. On attend leur visite avec impatience et on se dit que chouette, on va pouvoir discuter un petit peu, parler des enfants et parler d'autre chose que de la maladie. Donc c'est plus vraiment par le toucher, par la parole qu'on arrive à créer un lien avec le patient. Elle me tenait la main, elle me rassurait, les aides-soignantes me massaient. Parce qu'il faut informer aussi surtout les familles qui sont dans un service à flux. Donc une sécurité au niveau hygiène très renforcée. Ce qui est paradoxal, c'est que ce sont eux qui sont dans une forme d'angoisse d'apporter des germes, plus que vous d'en recevoir. Parce qu'on se sent quand même très sécurisé. La contrainte, c'est qu'il ne faut pas plus de 2 visites par après-midi. On dort beaucoup quand même dans la journée. On ne se rend pas vraiment compte du temps qui passe. Et je dirais qu'on ne se réveille que pour les visites. Simplement, les gens qui viennent vous voir, eux, doivent porter masque, blouse et chaussons, voilà. Donc, et ne pas vous toucher pour risquer de vous contaminer. On a mis en place aussi pour les patients des intervenants extérieurs. On a une sophrologue, une esthéticienne et une écrivaine. Ça nous oblige à être éveillés déjà et à profiter d'une activité. C'est très important de pouvoir s'occuper. L'idée, c'est d'avoir une autre relation qu'une relation médicalisée. C'est de la détente, du bien-être. Je leur redonne confiance en eux. En hémato, dans les services de greffe, les gens sont isolés pendant très longtemps. Ils n'ont pas beaucoup d'occupation. Parfois, ils ne peuvent même pas lire parce qu'on ne peut pas apporter de livres pour des raisons d'hygiène. Donc, écrire avec eux, les inciter à écrire, les stimuler à travailler leur imaginaire, c'est une façon de ne pas penser à la maladie. Moi, personnellement, j'ai changé de groupe sanguin, carrément. Donc je suis devenu le groupe sanguin de mon donneur, forcément. Et tout le système immunitaire a été reconstruit. Le greffon peut engendrer une réaction de rejet. Cette réaction de rejet ou de non-prise peut se traduire dans un premier temps par une absence de prise du greffon. Elle peut se traduire par un rejet précoce du greffon. À la différence de la majorité des greffes d'organes, où les réactions de rejet se font dans le sens du patient qui rejette l'organe transplanté, la greffe de moelle osseuse allogénique représente un schéma rigoureusement inverse. La situation de rejet inversé peut se faire par le greffon que l'on a injecté, ou cette fameuse GVH. Donc le greffon qui pense être chez lui, tout est comme d'habitude, la peinture est la même, la moquette, les lits, les meubles, c'est la même chose. Puis à un moment donné, il va pour ouvrir une porte et hop, la poignée est différente. Il se dit mais où je suis pas chez moi. Et là, il rue dans les brancards. Cette réaction du greffon contre l'hôte est caractérisée par 3 cibles idéales. Ça donne donc une rougeur de la peau, comme si vous aviez développé une rougeole. Également le tube digestif, essentiellement le côlon et en particulier le côlon gauche. Ça se traduit par l'équivalent d'une colite, c'est-à-dire une diarrhée qui peut être plus ou moins profuse. Troisième cible est le foie. Donc l'ensemble de ces 3 organes, peau, tube digestif et foie, doit être une cible constante de surveillance. La réaction du greffon est combattue par un traitement préventif que l'on met dans les 24-48 heures qui précèdent la greffe, puis par des immunosuppresseurs à voie intraveineuse qui sont mis systématiquement donc 48 heures avant la greffe et pendant 6 mois et jusqu'à 1 an après la transplantation dans certains cas, et puis au prorata de ce qu'on appelle cet épisode de réaction du greffon. En fait, j'en ai fait 3. J'en ai fait 2 ici
Et là, j'en ai fait une il y a 15 jours. En sachant qu'au fil du temps, si la réaction est très autonome après 6 mois, 1 an ou quelques années, on peut imaginer que d'autres organes cibles peuvent être touchés, comme le poumon ou les yeux, qui représentent aussi certains sites électifs de cette réaction. J'ai commencé à avoir les yeux secs, qui est aussi un autre symptôme de la GVH. Il est bien évident que cette réaction doit être combattue par des traitements préventifs très précoces qui sont mis donc avant la greffe, et également par une gestion optimale du traitement à la fois de la réaction aiguë et de la réaction chronique. Ça a été assez violent au niveau de la peau, et là, il n'y a pas de miracle, c'est les aides-soignantes 3 fois par jour qui m'enduisaient le corps entièrement de crème. Cette réaction du greffon peut être combattue également par les différents médicaments immunosuppresseurs que l'on a évoqués tout à l'heure. Elle peut être combattue aussi par des moyens simples qui sont l'hydratation de la peau par des émollients, parce qu'une peau sèche favorise l'éclosion de la réaction du greffon, par une alimentation dans un premier temps éventuellement stérile. Qui est un régime relativement restrictif, qui n'utilise que des produits dont on est sûr de la qualité bactériologique. Et puis dans un deuxième temps, très adapté avec un cahier des charges extrêmement précis de la part de notre équipe de diététique pour empêcher que les affections digestives surviennent. On leur propose notamment des produits surgelés, des conserves, des produits secs un petit peu comme des biscuits ou autres que n'ont pas d'autres patients, d'autres secteurs. Le but de cette adaptation, c'est de limiter un petit peu la lassitude et prévenir les dégoûts alimentaires de manière à maintenir au mieux leur état nutritionnel au cours des traitements. Une fois que le patient est sorti d'aplasie et qu'il est prêt à sortir de l'hôpital, il va aller soit à la maison, soit en soins de suite. Il va devoir suivre pendant 6 mois un régime protégé. Ce régime protégé, il a pour objectif de limiter au maximum le contenu en organismes, en micro-organismes, en bactéries en particulier, contenus dans les aliments. Donc il y a un certain nombre d'aliments qui seront formellement exclus, dont on sait qu'ils sont à haut risque. Juste pour exemple, tout ce qui est cru, les poissons crus, les viandes crues, les fruits de mer, tout ça, pendant 6 mois, c'est strictement interdit. À la fin de l'hospitalisation, donc, notre rôle est aussi de préparer la sortie du patient et son retour à domicile. Donc, cela passe par l'explication du régime de sortie qui est faite en présence du patient et plus ou moins de sa famille. Donc déjà, vous connaissez les règles, hein, on vous les explique bien. Donc tout ce qui est frais, tout ce qui est charcuterie à la coupe, tout ce qui est crustacé, bien sûr. Donc il faut nettoyer son frigo, nettoyer absolument sa cuisine régulièrement pour éviter la prolifération des bactéries. Physiquement, on est quand même assez diminué, voire très diminué. Parce qu'il y a une perte musculaire, il y a une perte osseuse, donc on a besoin de se remettre en état en fin de... Au décours de ces 6 semaines, vous serez systématiquement hospitalisé dans un centre de référence de convalescence pour patients greffés pendant 4 semaines. Pendant ces 4 semaines, il vient toutes les semaines, 1 à 2 fois par semaine sur l'hôpital de jour. Et ensemble, au fur et à mesure que son retour à domicile approche, on organise ce retour par rapport à toutes les contraintes qui lui sont imposées et voir les solutions qu'on peut y apporter selon ses besoins. Eh bien, on est beaucoup mieux puisque chaque jour, on s'améliore. On retourne à l'Institut Gustave Roussy environ 2-3 fois par semaine pour être suivi par les médecins. Nous travaillons avec 3 soins de suite homologués sur la région parisienne. 2 se situent sur Paris et 1 en Essonne, à Bligny. Les patients font des kinémotrices, faire une rééducation nutritionnelle parce que pendant les mois d'hospitalisation, le patient il a mangé beaucoup moins que d'habitude. Il faut faire toute une rééducation nutritionnelle, motrice, par kinémotrice, par les diététiciens, les nutritionnistes. Il est important de savoir que cette prise en charge nutritionnelle va de pair avec l'exercice physique. C'est quelque chose d'extrêmement important. On ne peut pas faire de muscles si on ne fait pas bouger des muscles. Donc pendant l'hospitalisation post-greffe et une fois rentré à la maison ou en soins de suite, on sollicitera toujours les patients à faire de l'exercice physique le plus régulièrement possible. Quand on retourne à l'extérieur, c'est un moment qui est d'abord évidemment très excitant, mais
on perçoit tous les dangers que comporte le monde extérieur. Chaque fois que vous touchez quelque chose, chaque fois que vous approchez de quelqu'un, il y a un risque potentiel. Dès votre sortie du Gustave Roussy, même lorsque vous êtes en soins de suite en structure hospitalière, vous passez 2 à 3 fois par semaine en hôpital de jour de transplantation. Ce passage en hôpital de jour vise à voir votre état clinique, biologique, vise à voir la tolérance des médicaments et à réaliser des dosages spécifiques, et des dosages en particulier des immunosuppresseurs qui doivent être parfaitement régulés pour permettre une prévention de cette fameuse réaction du greffon contre l'hôte. Le soleil représente une agression extrêmement importante pour la peau et tout érythème solaire, pour parler vulgairement un coup de soleil, redéclenche la réaction du greffon par réactivation d'un processus qui se déroule au niveau de la peau. Interdite de soleil à vie, ce qui fait quand même un choc quand on a à peine 40 ans. C'est très important qu'ils ne prennent pas de coups de soleil et qu'ils pensent à se protéger 365 jours sur 365. L'IGR nous conseille une crème spécifique, donc indice de protection 50, et donc maintenant je m'en sers comme crème de jour. Par ailleurs, vous allez recevoir beaucoup de médicaments. Tout au long de l'hospitalisation, on va les éduquer par rapport à ce traitement, savoir pourquoi ils les prennent. Il faut savoir que c'est des traitements qui sont à prendre à heure précise. Du coup, on va aussi se renseigner sur les habitudes de vie du patient à domicile pour qu'il puisse continuer à prendre ses traitements à des heures fixes et des heures qui lui correspondent. Une quinzaine de médicaments par jour, donc ça demande une certaine gymnastique et une certaine gestion au quotidien. Ces médicaments s'accompagnent d'autres thérapeutiques qui sont des traitements préventifs contre les infections bactériennes, virales et à champignons. Ces médicaments sont impérieux et doivent être pris pour empêcher que vous développiez des complications au fil du temps. Le suivi vous paraît extrêmement lourd et il est lourd, 2 à 3 fois par semaine en hôpital de jour. Puis après un certain temps, en général aux alentours de 3 à 6 mois, on peut envisager de poursuivre le suivi avec un certain allègement des contraintes au niveau des consultations de transplantation. Le suivi d'un patient allogreffé se fait à vie avec des contraintes qui sont liées au fait que certaines complications peuvent être durables dans le temps ou des complications peuvent apparaître de manière extrêmement décalée. Vous allez élaborer un nouveau système immunitaire à partir des lymphocytes naïfs provenant de la moelle osseuse de votre donneur et ce nouveau système immunitaire doit être reconstitué, doit être toléré et doit enfin, au fil du temps, au bout de quelques mois, récupérer l'ensemble de ses capacités immunitaires pour exercer un effet du greffon contre la maladie, en particulier contre la leucémie, majeure. C'est la seule greffe, contrairement aux autres greffes d'organes, où on peut, au bout d'un certain temps, arrêter les traitements. Et 1 an après la greffe, on peut arrêter ces immunosuppresseurs. Le chef de file des produits immunosuppresseurs, c'est la cyclosporine que l'on arrêtera. Et au décours de l'arrêt de la cyclosporine, on pourra arrêter l'ensembre des antibiotiques et donc pratiquer des revaccinations. Le retour progressif à une vie normale, la reprise du travail va dépendre de chaque patient. Les proches sont tellement forts, on croit qu'ils vont être tout le temps forts. Et en fait, c'est humain aussi d'avoir des doutes et puis d'avoir eu peur surtout. Dans les années qui suivent, effectivement, il y a une espèce de mutation à l'intérieur où les gens sont moins présents parce qu'ils se disent ça y est, il est revenu, tout va bien, il a recommencé à bosser. Donc ils sont un petit peu dans une espèce d'accalmie vis-à-vis de leur peur. Par contre, vous vous retrouvez un peu confronté, alors là pour le coup, à votre propre réalité. Le plus dur est passé et voilà, maintenant je suis plus tournée vers l'après-maladie. On va partir sur un nouvel équilibre, sur un nouveau mode de vie. On ne pourra peut-être pas faire toutes les choses qu'on faisait avant. Il faut l'accepter et peut-être apprendre à goûter d'autres choses. Je ne regrette pas du tout d'avoir été greffée, bien au contraire. C'est quand même une chance et une opportunité de guérison énorme.